Yo, c'est Noémie et bienvenue dans un nouvel épisode du Mystery Vlog. On est le 31 août, demain on sera le lundi 1er septembre et ce sera l'heure de commencer ma pile à lire pour le Magical Readathon, l'équinoxe d'automne. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour piocher ma première lecture pour ce vlog. Je me dis qu'avec un peu de chance, je vais tomber sur un des livres que je suis déjà censée lire. On va croiser les doigts très fort pour que ce soit le cas. Peut-être. Il y a 8 possibilités quand même. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas 8 parce qu'il y en a un sur les 8 qui est arrivé dans ma pile à lire cette année. Donc il y en a 7 au total. Puisque je vous rappelle que dans ce petit pot, il y a l'intégralité des titres de ma pile à lire physique. Du moins ceux qui étaient présents dans ma pile à lire physique au 1er janvier 2025. Les couleurs des petits papiers ne représentent rien de particulier. C'était juste pour que ce soit pas monotone. Donc on est parti, vous ne savez pas ce que je vais lire, je ne sais pas ce que je vais lire. J'espère avoir de la chance. Allez, c'est parti. Hop. City of Nightmares. Shit. Raté. Il est là. City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. C'est le premier tome d'une duologie que j'ai reçu dans la Fairy Loot. Comme c'est le premier tome d'une duologie, je vais remettre le petit papier dans la boîte. Et je ne sais plus de quoi ça parle. Je l'ai depuis le mois de février 2023. Alors, on est dans un univers très bizarre. On est sur, alors je dirais de la fantasy sci-fi. Newham, a priori, ce serait pas forcément une ville qui existe. Peut-être que si, en réalité. On est dans un univers qui, si vous rêvez, quand vous vous réveillerez, vous vous incarnez en votre pire peur, en votre pire cauchemar. Et en l'occurrence, la sœur de l'héroïne s'est transformée en araignée mangeuse d'hommes et a massacré toute la ville. Enfin, en tout cas, a fait un vrai massacre à travers toute la ville. Du coup, Ness, c'est notre héroïne, elle est terrifiée que un autre cauchemar s'en prenne à elle, la tue, l'assassine, et est terrifiée de terminer comme sa sœur. J'en sais pas plus, a priori elle va rejoindre une organisation qui pourrait être un culte, une secte, qui s'appelle Restful Soul. Elle va se retrouver entraînée dans cette association avec un garçon qui est lui-même un cauchemar, et il va y avoir une explosion. Et ils vont devoir tenter de découvrir un petit peu ce qui se passe. Elle n'est pas sûre de pouvoir se fier à lui parce qu'elle est à moitié convaincue qu'il essaye de la bouffer. Donc ça a l'air très bizarre. On a un ptérodactyle sur la couverture. Ça a l'air complètement taré. Je ne sais pas trop quoi penser. A priori, c'est pas vraiment mon genre de lecture. On va voir. Je vais le commencer. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié, pour vous dire ce que j'en pense et puis essayer de vous donner un résumé un peu plus clair. Hello, on est lundi le 1er septembre, Happy Magical Readathon et joyeux 1er septembre, joyeux septembre, joyeuse saison automnale, même si on n'est pas encore tout à fait en automne. Je crois que c'est le 21 septembre, l'automne. Mais bon, on a atteint la partie de l'année avec les mois en breu. C'est ma partie préférée de l'année, presque. J'apprécie particulièrement le printemps. Le printemps est ma saison préférée. Mais parce que je suis pas spécialement fan de la pluie. C'est toujours un peu contraignant, mais en réalité, à partir du moment où je suis à l'intérieur, la pluie me dérange pas plus que ça. Donc, j'aime le printemps et l'automne à peu près à parts égales. Et au niveau esthétique, c'est pareil. Bref, je vous reprends parce que j'ai atteint à l'instant la moitié de The City of Nightmares. Je suis page 196, chapitre 18. Je vous avais montré rapidement le petit ptérodactyle sur la couverture, et là il est beaucoup plus gros.
Il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez voir, mais on est sur un hardback en tissu. Il est vraiment magnifique et je passe un super moment. Je m'y attendais pas, je m'attendais à rien avec cette lecture en réalité. Je me souvenais plus vraiment de quoi ça parlait et puis comme je vous l'ai dit dans le clip précédent, ça avait l'air assez barré et c'est pas forcément un genre que j'apprécie. Enfin un genre, un style de narration ou d'écriture que j'apprécie. C'est pour ça qu'il y a aussi le Dungeon Chronicle qui me fait un peu peur, parce que j'ai peur que ça me parle pas, mais en même temps, c'est tellement populaire en ce moment qu'il faudra quand même que je le teste. Alors, par quoi je commence? J'ai trouvé la version audio, c'est pour ça que ça va très vite. La version audio fait, je crois, 8 heures au total. Je l'écoute en vitesse x2, donc on divise par 2, ça fait plus que 4 heures. Donc en 2 heures, j'ai atteint la moitié et il ne me reste que 2 heures d'écoute pour terminer le tome 1. Si je vous dis pas de bêtises, effectivement, le tome 2 n'a pas l'air beaucoup plus long. Je vais pas le lire dans la foulée parce que c'est le Magical Readathon. J'ai 8 livres à lire en septembre, au moins, sans compter les 3 livres du Mystery Vlog plus les 3 livres du vlog du Buzzword, puisque je n'ai pas réussi à caser mes livres du Magical Readathon dans le Buzzword. Super. Voilà, donc bref, je ne vais pas le lire maintenant, mais je me réserve le droit de le lire très prochainement, surtout que j'ai aussi la version audio grâce à Nextory. Donc ça va très vite et je passe un très très chouette moment. On va donc faire la rencontre de Ness Vanessa. Alors je vous ai dit que c'était la fantasy... Je sais plus si je vous ai dit fantasy sci-fi, quelque chose comme ça. C'est le cas, c'est ça. On est sur de la science-fiction fantasy, fantasy science-fiction. On est dans un monde, dans la ville de Newham, qui, j'ai toujours pas vérifié si c'était une ville qui existait, mais en tout cas à un moment donné il est question de la Suède, donc on est a priori plus ou moins dans notre monde. Mais ça se passe dans notre monde, mais pas vraiment notre monde. Il y a une centaine d'années, quand l'histoire commence, des genres de créatures ont commencé à surgir, et au départ les gens pensaient que c'était des monstres ou des démons, et en fait on s'est rendu compte que quand les gens s'endorment, s'ils font un cauchemar, ils se réveillent en incarnant leur pire cauchemar. Si en l'occurrence, la sœur de l'héroïne a fait un cauchemar sur une araignée mangeuse d'hommes, et quand elle s'est réveillée, elle était devenue elle-même une araignée géante mangeuse d'hommes, et elle a assassiné leur père. Vanessa s'en est sortie parce qu'elle s'est cachée en réalité, et après avoir assassiné leur père, sa sœur a vagabondé dans la ville, elle a tué plusieurs autres personnes et elle a été tuée par une organisation qui s'appelle, je sais pas, c'est la Brigade des Cauchemars ou un truc comme ça, rien à voir avec la bande dessinée de Franck Tillier. Et Vanessa, du coup, s'est retrouvée seule. Elle est partie vivre avec une tante, je crois, qui est décédée quelques années plus tard. Pas à cause d'un cauchemar, mais à cause d'une maladie, puisqu'on est sur une ville ultra industrialisée, avec beaucoup d'usines et de la fumée quasiment en permanence. Donc sa tante a été victime de problèmes respiratoires. Mais on a cette histoire de cauchemar qui existe toujours. Du coup, la ville a mis en place des pilules et un truc dans l'eau qui fait que si vous buvez l'eau du robinet ou si vous prenez ces pilules, vous ne rêvez pas du tout. Que ce soit un rêve ou cauchemar, vous ne rêvez pas. Vous dormez, vous pouvez dormir, mais il n'y a aucun rêve qui vient vous visiter dans la nuit. Ce qui fait que le risque de devenir un cauchemar est extrêmement limité, puisque vous ne pouvez devenir un cauchemar, enfin, vous ne devenez un cauchemar que si vous faites un cauchemar ou si vous êtes contaminé par un cauchemar contagieux. Et dans les cauchemars contagieux, on compte notamment les vampires, les loups-garous, les zombies, toutes les créatures qui transmettent leur monstruosité, entre guillemets. Donc
Une personne qui serait mordue par un vampire deviendrait un vampire, donc deviendrait un cauchemar, mais en même temps serait un cauchemar contagieux et pas un cauchemar né, on va dire. Je sais pas comment trop vous expliquer. Et du coup, cette personne aurait encore la possibilité de devenir un cauchemar à la suite d'un cauchemar. Autrement dit, vous pouvez être mordu par un vampire et devenir un vampire, mais faire un cauchemar et devenir, genre si vous faites un cauchemar de zombie, bah, vous pouvez devenir aussi un zombie. Une fois que vous êtes devenu un cauchemar parce que vous avez fait un cauchemar, par contre, vous ne pouvez plus faire de cauchemar. Ou en tout cas, si vous faites des cauchemars, vous ne changez pas à nouveau. Autre subtilité, certains cauchemars se réveillent donc, en étant devenus des cauchemars, mais pour autant, ça n'altère pas leur esprit. Il y en a qui deviennent juste physiquement différents, et il y en a qui perdent complètement les pédales, comme par exemple la sœur de Vanessa, qui ne se souvenait plus du tout qu'elle était humaine et qui était vraiment devenue une araignée géante mangeuse d'hommes. Mais bon, il est question de, comme dit, vampires, zombies, loups-garous. J'ai pas croisé encore certaines de ces créatures, certaines autres peut-être. Je vais pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Toujours est-il que l'histoire s'ouvre sur Vanessa et Priya, sa meilleure amie, qui font partie d'une organisation qui s'appelle les Amis de je sais plus quoi, alors que tout le monde considère comme une secte. Elle-même ne le considère pas comme une secte, mais bon, ça ressemble quand même beaucoup à une secte. Elles sont envoyées chez une femme qui vient de perdre son mari à la suite d'un cauchemar pour tenter de lui apporter un peu de réconfort, etc. Sauf que cette femme pète un câble en disant que c'est pas un cauchemar qui a tué son mari, c'est la brigade anti-cauchemar, que ce sont des assassins, alors qu'en fait son mari s'était transformé en cafard géant, si je dis pas de bêtises, qui était en train de lui bouffer un bras, mais c'était pas de sa faute. Bon, complètement déloulou, la femme, et elle-même fait une crise, s'endort, fait un cauchemar et se réveille en tant que cauchemar, parce que l'alcool est prohibé dans ce monde, puisque les molécules d'alcool détruisent les molécules qui permettent de ne pas rêver. Donc l'alcool est complètement interdit. Mais elle consommait de l'alcool, son mari également, c'est pour ça qu'ils sont devenus des cauchemars, puisque leur médicament pour ne plus faire de cauchemars ne fonctionnait pas. Je blablate énormément, je suis désolée, j'essaye de vous... C'est assez... Enfin, c'est pas complexe, hein, mais je pense que si c'est pas expliqué, c'est pas évident à appréhender. Donc, Ness est traumatisée par ce qui s'est passé avec sa sœur. Elle a entendu sa sœur bouffer leur père, littéralement. C'est cracra. C'est pas ultra détaillé, mais c'est cracra. Donc, je préfère vous prévenir. Je me souviens plus si c'était... Ouais, c'était la young adulte. Donc, effectivement, c'est pas graphique. On voit pas... Enfin, on voit pas. On ne lit pas sur la page, dans les détails, exactement ce qui s'est passé. Mais l'autrice laisse la place à l'imagination. Donc, voilà. C'est cracra. Et donc, Ness est tellement traumatisée que elle a peur. Elle a une peur viscérale des cauchemars et de tout ce qui peut découler de la présence d'un cauchemar, y compris des cauchemars inoffensifs, puisque comme je vous l'ai dit, certains cauchemars se transforment aussi au niveau de l'esprit, mais certains autres non. Par exemple, une actrice dont la plus grande peur était de devenir laide s'est réveillée d'un cauchemar en étant laide, mais pour autant, son esprit n'a pas changé, elle est restée elle-même. Juste son corps a été modifié. Donc il y a pas mal de gens comme ça qui se baladent, qui sont visiblement des cauchemars, parce qu'ils ont des écailles de lézard ou je ne sais quoi, mais qui, dans leur tête, sont restées les mêmes personnes. Et elle a peur de tout, y compris de ces cauchemars inoffensifs. Et donc... même si elles font partie de cette organisation, le fait qu'elle ait peur des cauchemars, c'est assez handicapant. Et elle fuit la scène de Priya, donc, qui essaie de neutraliser cette femme qui est en train de se transformer en cauchemar. Et du coup, le directeur de la, on va dire la secte, c'est plus simple, même s'ils insistent sur le fait que c'est pas une secte, on va dire ça comme ça, lui dit que c'est peut-être finalement pas la bonne voie pour elle et qu'il faut peut-être qu'elle essaye autre chose, sauf que pour elle c'est la panique parce que c'est tout ce qu'elle a. Cette organisation, elle a une chambre dans laquelle elle se sent en sécurité, dans laquelle elle est seule,
Et du coup, elle demande au gars de lui laisser une dernière chance. Et pour changer, pour ne pas aller sur le terrain, elle propose de s'occuper du courrier. Alors il y a toute une histoire avec le courrier, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle se retrouve du coup sur un bateau. Sur lequel il y a plus de 600 personnes, je pense, je dirais. Ouais, environ 600. Je sais qu'il y avait exactement 600 personnes, mais... Sur un bateau sur lequel il y avait 600 personnes qui étaient sur ce bateau pour faire la fête. C'était un bateau de croisière, entre guillemets. Mais elle l'utilise pour traverser je sais plus quelle étendue d'eau pour aller sur une île pour apporter le courrier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment elle s'en sort, mais le bateau explose. Et Ness va s'en sortir. Et du coup, de là va découler toute une histoire de pourquoi le bateau a explosé. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était un assassinat? Un attentat? Elle s'en est sortie, mais est-ce que c'est normal qu'elle s'en soit sortie? Est-ce qu'elle était visée directement? Sinon, qui était visé? Alors, elle s'en sort pas seule. Il y a une deuxième personne qui s'en sort avec elle. Et là, dans la deuxième partie de l'histoire, on va, je pense, retrouver cette deuxième personne, puisqu'ils se sont quittés il y a quelques chapitres. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ce personnage m'intrigue vraiment beaucoup. Ce personnage, c'est Sai. Voilà. Et il se trouve que Sai, alors je crois que c'est mentionné dans le résumé, je vais vérifier quand même pour pas vous spoiler quelque chose. C'est marqué dans le résumé et j'ai déjà dû vous le dire hier, donc je peux vous le dire. Effectivement, Sai, c'est le diminutif pour Cyril en fait. Il est lui-même un cauchemar. Et même si Ness, dans un premier temps, a peur qu'il la bouffe, je vous laisserai deviner pourquoi, je pense qu'elle va pas avoir le choix que dans la deuxième partie de l'histoire, de se rapprocher de lui, parce que ce sont les deux seuls survivants de cet accident. Et puis surtout, je viens d'arriver à la moitié et quelqu'un vient de tenter de l'assassiner. A priori, parce qu'elle a survécu à l'explosion. Donc, c'est trop bien. J'aime beaucoup le style de l'autrice, c'est ultra dynamique. C'est, comme je vous l'ai dit, un peu cracra. Du coup, ça, parfois, ça me fait un peu frissonner, mais ça va. C'est effectivement barré. Le ptérodactyle qu'on voit, c'est l'animal de compagnie de la mairesse, en réalité. J'aime bien. J'aime l'ambiance, j'aime l'héroïne qui est vraiment traumatisée. On sent qu'elle a une peur irrépressible, incontrôlable, qu'elle va quand même essayer de tout faire pour la surmonter, cette peur, parce qu'elle n'a pas le choix pour survivre. Et on sent... Il y a un complot, parce que... Pourquoi quelqu'un tenterait de l'assassiner alors qu'a priori elle est insignifiante dans la chaîne alimentaire, on va dire. Du coup, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir pourquoi, comment, qui. Et voir jusqu'où ça peut aller. Et puis, il y a un tome 2, comme dit, donc... qu'est-ce qui pourrait éventuellement bien se passer dans le tome 2? Pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée. J'ai hâte. Je pense que ça peut être très très cool. Donc ouais, comme dit, c'est accessible, c'est pas très compliqué au niveau du niveau d'anglais. Je crois qu'il a été traduit, mais j'ai un petit doute maintenant. Donc je vous redirai par ici si c'est le cas ou pas. Et puis je vais vous laisser pour l'instant. Je vais découper mon cake. J'ai fait un cake à un pain de lentilles. En fait, c'est pas un cake, c'est un pain de lentilles. Je vais le découper pour me mettre les tranches de côté pour mes repas de cette semaine. Et puis, a priori, il a l'air pas mal. Franchement, pas mal. Ça me fait saliver. J'ai faim. Donc, je vais m'occuper de ça, de mon pain de lentilles. Et puis ensuite, je retournerai à ma lecture. Et je vous retrouverai... Je vais pas vous dire dans 2 heures, parce que j'ai des choses à faire dans les 2 prochaines heures qui arrivent. Mais à mon avis, ce soir, quand je l'aurai terminé. Parce que, comme dit, ça va quand même... super vite. Hello, on est mardi le 2 septembre et je viens de finir à l'instant City of Nightmares de Rebecca Schaffer. C'était trop bien, je me suis éclatée, c'était assez
loufoque, complètement barré, comme ce à quoi je m'attendais et ce que je vous disais dans les clips précédents. Je lui ai mis 4 étoiles, c'était vraiment très très cool. J'ai bien aimé la tournure des événements, j'ai aimé les personnages, c'est pas forcément les personnages auxquels je me suis le plus attachée, mais j'ai trouvé que l'atmosphère était vraiment chouette. Alors, je vais faire une comparaison, mais c'est une comparaison un peu hasardeuse parce que je vais vous mentionner une série que je n'ai pas vue. J'ai volontairement pas vu cette série parce que j'en ai vu la bande-annonce et que la bande-annonce m'a écœurée. Donc j'ai pas voulu regarder la série, mais je pense qu'il y a un petit côté The Boys dans l'atmosphère et l'ambiance de City of Nightmares, dans le côté totalement absurde et impunité totale de ce qui peut se passer. Je vous l'ai dit, la mairesse a un ptérodactyle comme animal de compagnie, qui est donc un cauchemar, une personne transformée en cauchemar. Et ce ptérodactyle bouffe allègrement les gens, y compris les journalistes en pleine conférence de presse. Donc il n'y a vraiment aucune impunité. En toute impunité, plutôt, il n'y a aucune punition, aucun jugement rendu, et tout le monde peut à peu près faire ce qu'il veut. Ouais, c'était cool, c'était très cool. J'ai aimé la manière dont ça se termine, et je suis curieuse, très curieuse, de lire le tome 2 qui est la fin, puisqu'il s'agit d'une duologie, donc avec un peu de chance, je vais réussir à le caser d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'était une chouette lecture à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer et je suis très 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 contente, très satisfaite. Donc c'est plutôt un bon démarrage pour cette vidéo. Du coup, celui-ci, je vais le poser pour l'instant là-haut. Et on va piocher ma deuxième lecture pour ce vlog. Toujours en croisant les doigts pour tomber sur un de mes livres du Magical Readathon. Ça pourrait être vraiment très cool. Allez, petit touillage de circonstances. Non, rien n'est tombé, j'en ai un. Ah, j'ai un rêve. Je l'ai supprimé de ma pile à lire parce que je n'aime pas le style de l'auteur. Donc, raté. On recommence, c'est pas très grave. Il y en a comme ça qu'on va devoir enlever parce que je les ai enlevés. Genre j'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé, j'ai viré toute la série ou ce genre de choses. Mais c'est pas grave. On a le temps. Hop, j'en ai un autre. Alors, il fait pas partie de mon Magical Readathon, mais... Oh my god, oh purée, alors là, c'est une merveilleuse nouvelle. Glimmer Falls, le tome 3. A Werewolf's Guide to Seducing a Vampire. Ah, je suis trop contente. Alors, c'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire, et c'est même le dernier qui est sorti pour l'instant. Je ne sais pas encore si c'est le dernier tome réellement de la série, parce qu'on est sur une trilogie de tomes compagnons, donc est-ce que l'autrice va en écrire un autre un jour? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, c'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire, et donc je serai à jour d'une série. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur... Je suis trop contente. Je suis ravie. Alors, waouh, ça c'est cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas été agréablement surprise par un tirage au hasard du Mystery Pot. Donc ouais, c'est trop cool. Alors, on est sûr... Bah du coup, je vais avoir dévoré la série cette année, parce que si je vous dis pas de bêtises, je l'ai commencé cette année. J'ai lu le tome 2 le mois dernier. Je l'ai lu en juillet, je crois. Et du coup, là, le tome 3. Donc, je vais finir par réussir à vous dire de quoi ça parle. On est sur une série de fantasy, romance, une série de tomes compagnons. Dans le tome 1, on va faire la rencontre d'une sorcière qui va par erreur invoquer un démon qui va tenter de
de la faire pactiser avec lui pour lui voler son âme. Évidemment, elle va pas se laisser faire. Et on va avoir un petit peu une romance qui va naître entre ces deux personnages et une belle évolution dans leurs identités respectives, dans leur personnalité. Dans le tome 2, on va suivre sa meilleure amie à elle avec son ancien boss à lui. Donc, dans le tome 1, on était sur un... Je ne veux pas vraiment dire un enemies to lovers parce qu'a priori, ils n'ont pas de raison particulière d'être ennemis. Les démons ont besoin des âmes des sorcières pour survivre puisque c'est leur magie qui permet de maintenir le plan démoniaque en vie en fait. Donc, ouais, c'est un peu plus compliqué qu'un Enemies to Lovers. Par contre, dans le tome 2, c'est bien un Enemies to Lovers, puisque l'ancien boss du personnage masculin du tome 1 est un crétin fini qui a bien failli les exterminer tous à la fin du tome 1, et sa meilleure amie à elle, du coup, est venue un petit peu à la rescousse. Donc on va avoir une histoire entre ces deux personnages, avec un trope qui me faisait un petit peu peur au départ, mais que l'autrice a bien géré, je trouve, donc j'étais assez contente. Et là, cette fois-ci, alors je n'ai pas la moindre idée de qui est la vampire, donc a priori ce serait elle. En revanche, le loup-garou, c'est le boss, oui c'est ça, c'est le patron de l'héroïne du tome 1, qui est fleuriste. Donc voilà, on est à Glimmer Falls, une petite ville où les créatures fantastiques existent, cohabitent, où tout se passe pour le mieux. Donc je vous l'ai dit, les deux personnages féminins des tomes 1 et 2 sont des sorcières et elles ont une troisième amie qui est une pixie, donc une fée. Je crois qu'il y a des sirènes, il y a donc des démons, il y a des sorciers. Qu'est-ce qu'on a encore comme créature? Là comme ça, j'ai pas... Ah si, il y a des... loup-garou du coup. Qu'est-ce que j'ai croisé? Je pense que je dois avoir croisé des dryades aussi. J'ai vu un griffon. Je crois que dans le tome 2, il y a un griffon. Voilà, donc vraiment plein de créatures fantastiques différentes. Et tout ce petit monde vit plus ou moins en harmonie. Dans le tome 1 et dans le tome 2, on a une mère abusive. Alors, une qui se remet en question et l'autre pas du tout. Je vous dirai pas du coup laquelle, dans quel tome. Mais voilà, on a un contexte familial assez compliqué. Par contre, pour lui, qui s'appelle Ben, en réalité, je ne sais pas grand-chose de Ben. On l'a vu dans le tome 1, on l'a revu dans le tome 2, mais à part qu'il est fleuriste et que c'est quelqu'un de très sympathique, je n'en sais pas plus. Et je crois pas avoir croisé de vampire pour l'instant. Donc, je suis curieuse. Et puis, vu la manière dont évolue le tome 2 et se termine le tome 2, il y a une révélation assez importante et un énorme changement au niveau du plan démoniaque. Du coup, je me demande comment ça va impacter Glimmer Falls et je pense que ça va avoir des conséquences pour ce tome 3, en tout cas au moins pour le début. Donc je suis assez curieuse. Et c'est des lectures qui sont extrêmement drôles. D'ailleurs, le tome 1 a été traduit chez Rajo. C'est le premier roman qui est paru dans leur collection jeune adulte. Donc si vous avez envie de le lire, lisez-le, mais pas avant 16 ans. Parce que c'est drôle, mais c'est quand même aussi très graphique, surtout au niveau des scènes de sexe. Donc soyez prévenus. Mais c'est très drôle, c'est vraiment très très drôle. Je suis trop contente, ça va se lire super vite. Alors je crois pas que j'ai de version audio. Je vais chercher. Mais c'est pas grave, je vais me lancer. Oh, je suis trop contente, c'est trop bien. Je m'y attendais pas du tout, c'est une très très belle surprise. Du coup, je vous laisse pour l'instant. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié pour vous dire ce que j'en pense. Et puis pour essayer de vous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe en essayant de pas trop vous spoiler les tomes précédents. Hello, on est samedi le 6 septembre et j'ai atteint la moitié de A Werewolf's Guide to Seducing a Vampire de Sarah Hawley. Je suis chapitre 21, page 210. Il ne me reste plus que cette partie à lire. J'adore. Alors je vais essayer de vous faire un pitch assez court, tout en tentant de ne pas vous spoiler les tomes précédents. L'histoire commence 2 ans après le tome 2. Pas mal de petites choses se sont déroulées, mais... Enfin, pas mal de petites choses se sont déroulées. Non, c'est faux, il n'y a a priori pas grand-chose qui s'est déroulé. Mais on assiste à un mariage. Je ne vais pas vous dire le mariage de qui,
Ben, qui est donc le personnage principal, est un loup-garou qui tient une boutique de fleurs. Il a 2 employés, une dryade qui s'appelle Rina, si je vous dis pas de bêtises, et Marielle, qui est la sorcière héroïne du tome 1. Et donc, à ce mariage, Ben, c'est un loup-garou très sensible. C'est un homme qui a 38 ans, qui est célibataire, qui vit assez mal son célibat, mais qui est d'une gentillesse et d'une tendresse incroyable, qui vit très mal sa condition de loup-garou. Alors au quotidien, ça lui pèse pas spécialement, à part qu'il est particulièrement grand, du coup il doit quasiment tout faire sur mesure, ses meubles, ses vêtements, bref. Mais au moment où vient la pleine lune, il déteste se transformer en loup. Il perd totalement le contrôle sur son corps et plus ou moins son esprit aussi. Et il supporte pas cet aspect de sa personnalité. Alors il blesse personne, hein, il reste quand même suffisamment lucide pour ne pas tuer les humains. Mais ça lui pèse énormément et c'est quelqu'un qui est assez solitaire. En tout cas sous sa forme de loup. En tant qu'être humain, il aimerait bien être dans une relation, en fait, se poser enfin, rencontrer la femme de sa vie. Voilà. Donc forcément, le mariage auquel il assiste au tout début de l'histoire, il est très content, hein, il est ravi d'être là et d'être témoin de cette union, mais ça lui rappelle que lui, il est tout seul. Donc, après un excès d'alcool, il rentre chez lui, toujours seul, et je me souviens plus pourquoi, il se retrouve sur eBay. Ah si, c'est parce qu'il est en train d'agrandir son magasin pour créer une annexe, qui va s'appeler l'annexe, justement, qui va devenir un coffee shop et un genre de scène ouverte pour les différents artistes du coin. Et donc il est en train de surfer sur eBay, il me semble, à la recherche d'éventuels meubles ou décorations pour son futur magasin, quand il va tomber sur une annonce qui est extrêmement mal rédigée et qui est assez loufoque en réalité, et ça va lui coûter que 99 centimes, donc il se dit pourquoi pas. Je vous rappelle qu'il est sous, hein. Sauf que finalement cette annonce c'était pas un scam, et en fait il va se retrouver en possession d'une pierre. Sauf que dans cette pierre est prisonnière Éléonore, une vampire succube âgée de 600 ans, qui est emprisonnée depuis donc plus de 600 ans. Non, elle est emprisonnée depuis 600 ans dans cette pierre par une sorcière qui l'utilise comme femme de main pour tuer tous ses ennemis. Donc elle a... Alors, ouais, comme dit, je veux pas trop vous en dire pour que vous découvriez les personnages vous-même, mais la sorcière a décidé, on ne sait pas pourquoi, de se débarrasser de la pierre et donc d'Éléonore, et du coup c'est Ben qui va se retrouver en possession de la pierre dans laquelle se trouve Éléonore. Éléonore va surgir de la pierre à un moment donné, et ils vont commencer à cohabiter, en fait ils n'ont pas le choix. Elle n'est pas sortie de la pierre depuis 1969, donc ça fait entre 50 et 60 ans je dirais, parce que c'est assez... l'histoire se passe de nos jours. Donc je dirais que ça fait environ 60 ans qu'elle n'est pas sortie de la pierre. Elle est fan de Star Trek, mais à part ça, le monde moderne, elle y connaît rien. Et elle a ce côté très traumatisé de tout ce qu'elle a vécu, parce que, comme dit, la sorcière l'utilise comme arme, alors qu'en réalité, elle n'a pas du tout cette soif de sang, bien qu'elle soit un vampire. Donc elle est à moitié vampire, à moitié succube. Et donc forcément, la cohabitation va commencer à se transformer en autre chose. La sœur de Ben a un rôle très important dans cette histoire, puisqu'elle va se présenter pour la course à la mairie face à la mère de Caladia, qui est l'héroïne du tome 2. Et donc la mère de Caladia, c'est Cynthia, je crois. C'est un personnage absolument horrible. Donc on va retrouver ce personnage également, et évidemment tous les autres qu'on découvrait dans les tomes 1 et 2. J'adore ma lecture. C'est incroyable, c'est drôle, c'est ultra sexy, c'est mignon, et j'adore ces personnages. Je suis totalement fan. Alors, je ne sais pas si ce sont mes 2 personnages préférés depuis le début. Clairement, je préfère Ben et Éléonore à Caladia et Astaroth, qui sont les personnages du tome 2. Est-ce que je les préfère à Marielle et Oz, qui sont les personnages du tome 1 ?
Je ne sais pas, peut-être, ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 1, j'aimais énormément Marielle, mais j'avoue que suivre Ben, qui va avoir 40 ans, me parle un peu plus. Peut-être qu'on est un peu plus proche en âge, je me souviens plus de l'âge de Marielle dans le tome 1. Mais comme je vous l'ai dit, Ben a 38 ans, moi j'en ai 34. Peut-être que c'est ça qui fait que je m'identifie un peu plus facilement à ce que lui peut vivre au quotidien. Ben, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'extrêmement tendre et sensible. Il fait des crises d'angoisse. C'est un accro au boulot. Voilà, donc ils ont tous les deux des situations un petit peu compliquées et ils vont apprendre à s'apprivoiser, à se découvrir et c'est trop bien. Et donc la scène sur laquelle j'ai fini ma lecture aujourd'hui, c'était chaud. Donc, je vais y retourner avec grand plaisir et puis je vous reprendrai quand je l'aurai terminé pour vous donner ma note finale, vous dire ce que j'en ai pensé et je vais essayer de trouver l'info, de savoir si c'est vraiment le dernier ou si l'autrice envisage d'en faire d'autres parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver l'information de manière officielle. Donc je vous promets rien, mais je vais essayer de chercher. Hello, on est dimanche le 7 puisque le 1er septembre était un lundi. Donc on est dimanche le 7 septembre et je viens à l'instant de finir A Werewolf's Guide to Seducing a Vampire de Sarah Hawley, qui est le 3e et dernier volume de la trilogie Glimmer Falls. L'autrice a répondu à la question qui lui était posée sous un de ses posts Instagram en disant qu'il n'y avait pas de suite dans cet univers prévu, même si elle envisageait d'écrire d'autres romances paranormales. A priori, c'était ma dernière incursion dans à Glimmer Falls. Je suis un peu triste parce que c'était trop bien, j'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a un petit élément qui m'a dérangé au niveau de la logique. Je vous l'ai dit, Éléonore a été emprisonnée par une sorcière. Alors je sais pas si je vous ai dit qu'elle avait été emprisonnée par une sorcière, mais elle est prisonnière d'une pierre et elle est obligée d'obéir aux ordres que lui donne le propriétaire de cette pierre. C'est une sorcière qui l'a enfermée à la base il y a 600 ans. Et elle voudrait se venger de cette sorcière, donc elle cherche cette sorcière. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'on n'ait pas évoqué la possibilité que la personne qui a enfermé Éléonore soit la même que celle responsable d'une partie des événements du tome 2. Alors je suis d'accord, ça se passe 2 ans après la fin du tome 2. Mais les personnages qui ont côtoyé cette sorcière dans le tome 2 sont là et sont bien présents. Ils font partie du groupe d'amis de Ben. Donc je trouve que c'était pas logique que cette personne ne soit pas mentionnée plus tôt. Parce qu'elle est mentionnée vraiment très tardivement. Mais d'un autre côté, ça permet de se concentrer un peu plus sur Ben et Éléonore. Et j'ai adoré ce couple. Éléonore est incroyable. Coup de cœur pour le personnage de Lilith aussi, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit dans le tome 2. J'adore ce personnage, elle est complètement folle, mais genre elle est folle, elle est folle, vraiment, elle est folle. Avoir vécu aussi longtemps lui a retourné le cerveau, mais c'est drôle. Elle est incroyable, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et Éléonore est nature en fait, nature confiture et j'ai adoré. Ben est adorable, Ben est victime de ses angoisses et de ses anxiétés et Éléonore a ce syndrome de stress post-traumatique du fait d'avoir été enfermée si longtemps et ils vont tellement bien ensemble et c'est tellement beau et mignon. Éléonore est française, du coup on a aussi le côté elle est française donc elle parle anglais avec un accent français, alors même si je sais pas s'il y a une version audio que je n'ai pas trouvée ou si il n'y a pas encore de version audio, mais je serais curieuse de savoir s'ils ont pris une actrice française pour jouer Éléonore, ce serait cool, je pense. Voilà. Donc, lisez cette série. Je vous l'ai dit, le tome 1 a été traduit chez Rajou dans leur nouvelle collection Young Adult. Donc, lisez-la. C'est drôle, c'est mignon, c'est détente. Les scènes de fesses sont vraiment bien écrites. Donc, j'ai adoré. C'était trop chouette. Je suis contente. Purée, c'est une deuxième lecture pour ce Mystery Vlog qui est un succès. Qu'est-ce que nous réserve le Mystery Pot
pour cette troisième lecture qui arrive. Je range celui-ci, je récupère le pot et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu dans le clip au cours duquel j'ai pioché Glimmer Falls, mais le lendemain, j'ai ramassé un morceau de papier qui était tombé, un papier jaune. J'ai pas regardé ce que c'était, je l'ai juste remis dans le pot. Je me suis pas rendu compte qu'il avait jailli par lui-même. Ce Mystery Pot commence à se vider. Allez, c'est parti. Troisième et dernière lecture pour ce vlog. On est dimanche, donc il me reste 4 jours entiers. Enfin, on va dire 3 jours, histoire d'être sûr que je finisse ce vlog dans les temps pour pouvoir vous le monter. Comme dit, ce serait bien si je pouvais tomber sur une de mes lectures du Magical Redaton. Allez. Il est long. C'est un long papier, ça veut dire que c'est un long titre. Oh, à chaque fois, je vous le montre à l'envers. J'arrive à voir que c'est à l'envers, mais j'arrive pas à lire. Royaume de vent et de colère. Je l'ai lu. Je l'ai déjà lu en août. Et je n'ai pas d'autres livres de cette série dans ma pile à lire. Donc, on va jeter ce petit papier. Et on va repiocher. Ça risque d'arriver très souvent, surtout quand on va arriver vers la fin de l'année, puisque je ne pioche que 3 livres par mois, mais j'en lis entre 8 et 10. Alors les 8 à 10 ne sortent pas forcément de ma pile à lire physique, mais la probabilité... Ah tiens, un papier jaune. C'est à l'endroit ça? L'Empire d'écume. Ah, c'est la série à laquelle je pense ou pas? Il faut que je vérifie. Ok, j'ai vérifié, c'est bien la série à laquelle je pensais. J'ai lu le tome 1 et j'ai décidé d'abandonner la série, donc je n'ai plus la suite dans ma pile à lire. Pareil, ce petit papier va aller à la poubelle. Alors... je vérifie que j'en ai pas fait tomber du coup. Un vert cette fois-ci. Comme dit, les couleurs n'ont pas d'importance, mais... pourquoi j'arrive pas à me relire? L'année prochaine, j'écris tout en capitale. Quand l'aube sera d'or. Ah! Oui, il est là. Bon, alors par contre, j'ai des boules, il fait pas partie de ma pile à lire pour le Magical Redaton. Par contre, c'est un one-shot, donc je vais jeter le petit papier. Et j'avais un petit sticker avec, c'est une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, des éditions Twinkle, que je n'achète plus désormais, même s'ils sont très beaux. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'on est sur une réécriture, ou en tout cas inspirée de Gatsby. 1926 à Andilly, on ne parle plus que des Américains qui ont emménagé dans la Villa des Ombres 2 ans après que la bâtisse ait été abandonnée dans de mystérieuses circonstances. La nouvelle arrive bientôt jusqu'à Gabrielle, une jeune fille adepte de botanique et curieuse de tout. Sa soif de découverte et ses pérégrinations en compagnie d'un renard aussi roux qu'elle l'amèneront à faire la connaissance des Américains. Thomas Thornwood est un écrivain au caractère complexe. Quant à Bérénice, elle ne vit qu'au rythme des garden parties à la mode et du Charleston. Des grands boulevards parisiens au café littéraire, puis plus tard sur la Côte d'Azur, Gabrielle découvrira en leur compagnie un microcosme fait de paillettes, de fêtes, de trains de nuit et de jazz, un monde qui contraste avec sa chère campagne, mais qui en partage la joie désenchantée, les désirs et les secrets. C'est Laetitia Arnoux qui a écrit ce roman. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je l'ai acheté à une époque où j'ai acheté toutes les sorties Twinkle, ce qui n'est plus le cas maintenant, pour des raisons économiques et... entre autres, on va dire. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais lu Gatsby, le magnifique, de Fitzgerald. Donc, je ne pourrais pas faire vraiment de parallèle entre les deux. Il est effectivement très beau. On va voir. J'ai déjà lu d'autres romans de cette autrice. Certains que j'ai beaucoup aimés. D'autres, notamment un auquel je pense que j'ai beaucoup moins apprécié. On va voir ce que ça donne. Comme dit, je suis un peu déçue de ne pas être tombée sur un des livres de ma pile à lire pour le Magical Redaton. Mais bon, je pense que ça devrait aller assez vite. J'en sais rien.
C'est pas écrit forcément très gros ni trop petit. On verra. Je pense que la moitié est à peu près là. Il fait combien de pages? Il fait 227, c'est ça? 227 pages, donc on est à... Non, pas 227, n'importe quoi, 427. Oui, c'est ça, 427 pages, donc 210, 12, 213. Et là, je suis à la page 210, donc ouais, c'est à peu près ça. Je vais le commencer. Peut-être ce soir, je ne sais pas. J'aimerais bien, parce que comme ça me permettrait d'avancer un petit peu. Je vais me faire une tasse de thé d'abord, et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, et puis peut-être un peu plus précisément de quoi parle exactement cette histoire. Yo, on est jeudi le 11 septembre, et je vous reprends parce que j'ai décidé d'abandonner Quand l'aube sera d'or de Laetitia Arnoux. Je suis chapitre 8, page 69. Je vous ai donné le pitch et j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette histoire. On est en 1926 à Andilly. On a un couple d'Américains qui vient de débarquer et notre héroïne, qui s'appelle Gabrielle, vit à la campagne avec sa mère et sa grand-mère dans une grande maison qu'elles appellent une gentilhommière. Je suis pas fan du style de l'autrice, j'ai un peu de mal, je trouve que c'est trop recherché et que ça manque de rythme, c'est très lourd à lire. Paradoxalement, ça se lit assez vite, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est parce que les chapitres sont courts ou parce que la typographie est grosse, je ne sais pas. Mais j'arrive pas à accrocher, je n'aime pas le personnage principal, je trouve qu'elle est très... Elle en fait des caisses en fait, c'est très pompeux, alors que c'est une fille de la campagne. Elle est très intelligente et je lui retire pas ça bien sûr, mais j'arrive pas. J'ai vraiment du mal. Est-ce que c'est aussi mon a priori sur la maison d'édition qui fait que... Je ne sais pas, en tout cas, je vais pas aller plus loin. Il me reste 4 livres de cette maison d'édition dans ma pile à lire. En tout cas, essayer de lire. Je vais pas les supprimer tout de suite, je vais quand même tenter le coup, mais là malheureusement ça l'a pas fait. Je pense que déjà de base aussi l'ambiance, l'atmosphère, c'est pas quelque chose qui me parle. Visuellement je trouve que c'est très beau, le côté art déco comme ça, très 1920 Gatsby, c'est vraiment très très beau, mais lire une histoire qui se déroule j'allais dire à cette époque. Oui. Si c'est bien fait, pourquoi pas. J'ai adoré Les Violent Delights de Chloé Gang, qui est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20. Donc, c'est pas juste l'époque. Je pense que c'est un tout. C'est vraiment... Principalement, c'est vraiment le style de l'autrice qui me parle pas dans ce roman-là. Donc, je vais pas me forcer à aller plus loin. Je m'étais dit que j'allais quand même essayer d'aller jusqu'à la moitié. Et puis, en fait... non. J'ai pas envie d'y retourner, je préfère systématiquement faire autre chose que sortir celui-ci pour le lire, donc c'est pas la peine. Tant pis, au moins je l'aurai testé, et comme dit, on va espérer que sur les 4 des éditions Twinkle qu'il reste dans ma pile à lire, il y en ait au moins un qui me plaise beaucoup plus que celui-là. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire dans les commentaires, mettez-moi un renard. Je ne sais pas s'il y a un renard en emoji. S'il n'y a pas de renard en emoji, mettez-moi un chien ou un loup. Ça marchera tout aussi bien. Je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le vlog du Buzzword. Et puis le mois prochain pour le nouvel épisode des Mystery Vlogs. Ciao.